Hello les swappers, je suis Nicoletta, cofondatrice de Swap & Share. Bienvenue sur le podcast des indés qui échangent et coopèrent pour mieux réussir. On se retrouve un lundi sur deux et à chaque épisode, nous traitons un sujet ou une question posée par un indépendant. Et pour lui apporter les meilleurs conseils, je fais appel à un expert de la tribu Swap & Share. Si toi aussi tu veux nous soumettre ta question, envoie-moi un message via la page de contact de notre plateforme. Aujourd'hui, nous traitons le problème de Julie. Julie est graphiste et a travaillé pendant plus de 5 ans dans une agence de com. Elle a toujours eu des super retours des clients sur ses créas. Depuis 3 mois, elle a décidé de se lancer en freelance, mais rien ne se passe comme prévu. Quand elle postule à une offre de mission, elle n'est jamais retenue. Elle sait qu'elle pourrait répondre parfaitement aux besoins des annonceurs, mais elle sent que son approche n'est pas bonne. Elle voudrait avoir des tips pour mieux se vendre et aider ses prospects à comprendre tout ce qu'elle pourrait leur apporter. Pour l'aider, je connais exactement la personne qu'il lui faut, Manon Taillefer. Manon a été directrice artistique et planeur stratégique en freelance pendant 8 ans. Le métier de freelance, elle l'a appris à la claque, comme elle dit. C'est-à-dire qu'elle a commis toutes les erreurs de débutante et au fur et à mesure de ses missions, elle a mis au point des techniques et des méthodes pour bien vivre de son activité. Depuis plus de 2 ans, elle a transformé cette expérience en une approche d'accompagnement unique, mêlant du conseil, du design et du coaching. Elle aide les freelances à développer des stratégies de réussite originales qui s'adaptent totalement à leur personnalité et à leurs besoins. Nous retrouvons Manon et tous ses excellents conseils juste après une courte présentation de Swap & Share. Tu en as marre de tout gérer tout seul? La compta, le marketing, les réseaux sociaux et tout le reste? Bienvenue sur Swap & Share, la première plateforme collaborative d'échange de compétences et de services dédiée aux indépendants qui te permet de te focaliser sur tes activités et de déléguer tout le reste à des pros sans casser ta tirelire pour kiffer ta vie d'indé. Pour plus d'infos, tu peux visiter notre plateforme, je te mets l'adresse dans la description. Et si tu indiques le code podcast Swap & Share lors de ton inscription, nous t'offrons 6 mois d'abonnement premium. Si toi aussi tu penses qu'on réussit mieux en coopérant ensemble, ne reste plus seul dans ton coin. Rejoins-nous. On retrouve tout de suite Manon pour qu'elle nous livre toutes ses pépites pour t'aider à postuler efficacement aux offres de mission. Hello Manon! Salut Nicoletta, comment tu vas? Super bien et toi? Ça va bien, je suis hyper heureuse d'être ici pour ce podcast. Merci encore pour l'invitation. Écoute, ça me fait plaisir et je suis surtout super contente de te recevoir aujourd'hui parce que je sais que tu vas nous délivrer des pépites qui vont être super importantes, super utiles aux auditeurs qui nous écoutent. Donc je suis vraiment ravie. On parlera tout à l'heure un petit peu de ton actualité parce que tu as une grosse actualité en cours. Mais pour l'instant, on va s'occuper de notre petite Julie et de tous les freelances qui ont le même souci que Julie. Alors, si Julie venait te voir, qu'est-ce que tu lui conseillerais? Alors, cette chère Julie, en l'occurrence, quand on a un petit peu discuté ensemble de son cas, toi et moi, on avait constaté que, Julie, son contexte, c'est qu'elle est graphiste, elle a travaillé pendant plus de 5 ans dans une agence de com. Ouais. Et tu me disais que Julie, elle a toujours eu des super retours des clients sur ses créas, mais que depuis qu'elle s'était lancée en freelance il y a 3 mois, rien ne se passait comme prévu. Exactement. En fait, c'est quelqu'un d'extrêmement compétente dans son métier, mais comme malheureusement beaucoup de freelance, tu sais, quand il s'agit de se vendre, c'est une autre histoire. Donc, elle a besoin d'un coup de pouce là-dessus pour répondre de façon efficace aux missions, tout simplement pour convaincre qu'elle a les compétences nécessaires pour répondre totalement aux besoins et aux attentes de ses clients. Oui, tout à fait. Et c'est d'ailleurs un peu la difficulté des freelances qui se lancent. En fait, et notamment des créatifs, parce que les créatifs qui se lancent à leur compte, souvent se lancent à leur compte avec en tête l'idée qu'ils vont pouvoir enfin se concentrer sur les projets qui leur plaisent, qu'ils vont pouvoir exercer leur créativité de 50 manières différentes, ils vont pouvoir faire des expérimentations,
donner du temps à des projets perso, etc., etc. Et en fait, je dis ça d'expérience et pour en avoir discuté également avec beaucoup d'amis, beaucoup d'élèves. On se lance souvent en freelance dans l'ambition de pouvoir se concentrer encore plus sur sa créativité, choisir aussi avec qui on travaille. Et on se rend pas tout de suite compte que en fait, il y a quand même une grande partie du travail qui est une partie commerciale en fait. Et malheureusement, eh bien, effectivement, c'est là que ça pêche un petit peu. Et c'est vrai que quand c'est pas le cœur de métier, c'est pas facile. Non, mais c'est tout à fait vrai. Mais je sais que tu es passée par là. Oui, tout à fait. Et c'est la raison pour laquelle je me suis dit, Manon, c'est la personne parfaite pour pouvoir aider les freelances qui ont cette difficulté-là. Quand tu as une personne que tu accompagnes, qu'est-ce que tu lui conseilles par rapport à ça? En fait, souvent, on vient me voir soit en lancement d'activité. Effectivement, typiquement, Julie, c'est tout à fait le profil graphiste. Elle a bossé en agence d'abord, puis elle s'est lancée à son compte et tout. Et puis là, ça fait peu de temps, mais bon, elle sent qu'elle a besoin d'un coup de main. C'est tout à fait le genre de profil que j'accompagne. J'accompagne aussi des profils qui sont lancés depuis un peu plus longtemps et qui, finalement, comme Julie, se rendent compte que il va falloir prospecter un peu plus de clients, va falloir augmenter son revenu, va falloir trouver des solutions, mettre en place une stratégie, etc. Pour te répondre, Julie, effectivement, si elle venait me voir parce qu'elle a besoin de mieux vendre, mieux comprendre aussi comment pitcher son travail, parce que c'est probablement ça aussi la piste qu'on pourrait explorer ensemble. Je pense que je commencerai par déjà reposer un objectif avec elle. En l'occurrence, et c'est peut-être un peu aussi le titre de ce podcast, je sais pas comment tu vas l'écrire, comment tu vas noter le titre du podcast, mais ça pourrait être comment postuler à des missions de freelance. Oui, ça peut être un très bon titre. Donc imaginons, l'objectif c'est que Julie vient me voir et elle me dit j'arrive pas à postuler à des offres de mission, ça marche jamais. Première étape, on va recontextualiser un petit peu l'offre de mission. Les offres de mission créa, et c'est le cas de manière générale dans la communication visuelle, elles circulent via les réseaux sociaux, c'est-à-dire LinkedIn, Facebook, Instagram, via les groupes de créatifs. Et là, on a des groupes Facebook qui sont assez actifs, on a des groupes Slack, et on a des groupes Discord. Il y a sûrement aussi d'autres plateformes que je ne cite pas qui existent, mais simplement je les connais pas bien. Là, c'est les principales. Les missions, elles circulent également via les agences qui appellent directement leurs freelance, ceux qui sont dans leur petit papier, dans leur carnet d'adresses. C'est la raison pour laquelle il faut jamais se garder d'envoyer des candidatures spontanées aux agences. D'accord. Enfin, on a les plateformes de mise en relation, type Malte. Il y en a d'autres qui relayent aussi les offres. Et enfin, on a le bouche à oreille, c'est-à-dire entre créa, entre anciens collègues, entre potes, etc. Les offres de mission, elles circulent. Moi, ce que je te propose, c'est qu'aujourd'hui, on focus sur une annonce type sur LinkedIn et Facebook. Ok. Allez, on part pratico-pratique, j'aime ça. Ouais, c'est ça. Toujours concret. Toujours concret parce que je pense que les freelances ont aussi vachement besoin de... En fait, le contenu théorique, c'est bien joli, mais la question qui me pose tout le temps, c'est oui, mais d'accord, ok, d'accord, j'ai compris comment ça marche, mais maintenant, je fais quoi? Donc, en général, on a toujours un premier contact écrit avec le client quand on voit passer une annonce, et ça, c'est avant de pouvoir passer à l'étape de rencontre. En général, les créas, les freelances, ils ont un peu moins de difficultés à convaincre une fois qu'on les rencontre. Par contre, ils ont du mal à obtenir le premier rendez-vous. Là, ça va être notre objectif aujourd'hui, c'est de convaincre parmi les 50 personnes qui ont candidaté à la mission que c'est nous qu'il va falloir rencontrer. C'est le premier pas. Voilà. C'est le plus important. Mais c'est vraiment le pain point de la démarche, du démarchage commercial. C'est ok, d'accord, parmi les 50 personnes qui font le même métier que moi, qui ont probablement bossé sur des projets similaires, pourquoi moi? Et c'est là où d'ailleurs ça touche parfois à des questions d'estime de soi, de confiance en soi, de valeurs qu'on s'accorde à soi-même, etc. C'est pas facile d'être capable de répondre à la question. Et donc justement, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va contextualiser le truc et on va trouver une méthode. Ça marche. Ce que je te propose, c'est qu'on prenne cet exemple, un exemple réel que j'ai moi-même diffusé. Donc, je peux t'assurer que celui-là, il est passé. D'ailleurs, il a eu pas mal de succès. On va prendre une annonce que j'ai rédigée parce que parfois, je fais de la mise en relation entre client et créa. Mais il faut pas me contacter pour ça spécifiquement. C'est uniquement quand l'occasion se présente. Ouais. Cette annonce, elle commence comme ça. Hello! Une cliente cherche en urgence un motion designer, pour lui créer une vidéo de Noël en flat design qui dure 15-20 secondes max. Le style est simple et épuré. Elle bosse avec des marques de Cosmelux et elle va poster le contenu sur les réseaux, c'est-à-dire Insta, LinkedIn, et l'envoyer par mail. L'objectif, c'est d'annoncer le lancement de son site internet. La deadline, c'est le 16 décembre. Donc là, on a à peu près 2 semaines.
Elle veut qu'on ait un plan sur un sapin de Noël avec des cadeaux au pied, un zoom sur les plus gros cadeaux, et hop, le site internet sort du cadeau le plus grand, et la vidéo se termine sur le logo, l'adresse du site. On peut éventuellement partir sur un truc un peu plus créa si vous avez des idées, et l'annonce se termine comme ça. Comme on est pressé, on demande à droite à gauche des devis, sachant qu'on souhaite signer avec quelqu'un dès ce soir. Globalement, on choisira la personne avec laquelle on a le meilleur contact pro, et c'est avec moi que vous échangerez. La mission est payée rubis sur l'ongle, on peut lancer un virement d'acompte dès signature du devis, c'est-à-dire dès ce soir, et verser le reste de la mission le 16 décembre. Envoyez-moi un mail à hello@nawak.fr. C'est une annonce super précise et super bien cadrée en tout cas. Oui, alors du coup, c'est important quand même de le préciser. Moi, je sais rédiger des annonces pour les créas, puisque je suis moi-même créa et que je sais ce dont on a besoin. C'est ce que je me suis dit. Je me suis dit, on sent effectivement le côté professionnel. Un client qui n'a pas ton professionnalisme, j'imagine, ça sera peut-être pas cette annonce-là. Mais déjà, on va partir sur celle-ci. Ouais, exactement. Exactement. En fait, je pourrais même te donner après mes explications un autre exemple beaucoup plus vague Ouais. d'annonce de demande de mission qui est plus typique effectivement. Là, j'ai fait exprès de vous proposer cet exemple d'annonce sur Facebook qui est hyper détaillé parce que ça va nous permettre aussi d'analyser et de focus aussi correctement les conseils qu'on va pouvoir donner à Julie. Donc, j'imagine que tu vas profiter de cette annonce pour rentrer vraiment sur les détails, sur tous les éléments qu'il est important de donner à un client dès le premier contact. Exactement. Bah écoute, nous sommes sur la même longueur d'onde. C'est exactement la suite de ce qu'on va se raconter. Bon, bah, super. On continue alors. Dis-moi. Alors, quand on voit une annonce comme ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Première étape, le client est hyper pressé et en plus de ça, on est sur un marché hyper concurrentiel. Pour peu que l'annonce elle ait été postée sur plusieurs réseaux, parce qu'en général on se contente pas d'un seul groupe Facebook, on en fait plusieurs, on se contente pas de le dupliquer uniquement sur LinkedIn, on va le faire aussi sur Instagram et ailleurs. Donc en fait globalement, ce qu'il faut savoir c'est que comme le marché est saturé de freelance créatifs qui cherchent des missions, il va falloir être hyper rapide. C'est la première chose à faire, c'est la première stratégie. Donc première étape, si possible, on appelle directement au lieu d'envoyer un email, encore une fois si on a un numéro de téléphone, et on laisse un message vocal si on n'a pas de réponse. Une fois qu'on a laissé le message vocal, on n'attend pas d'être appelé, on va doubler l'appel d'un mail directement. L'objectif, c'est d'être visible, c'est de crier « moi, s'il te plaît, moi, lis-moi. » C'est la balle aux prisonniers, tu vois. Ça, c'est une stratégie qui est pas mal pour les extravertis, pour celles et ceux qui ont un petit peu plus l'habitude, qui sont peut-être qui n'ont peut-être pas beaucoup de difficultés non plus à aller au contact direct. Moi, j'accompagne une population qui est souvent un petit peu timide et qui se sent pas d'appeler directement. C'est trop difficile comme étape. Et donc, voilà ce qu'on va faire, c'est qu'on va rédiger ensemble une première proposition commerciale très très synthétique. Et ça va être le premier contact, et donc on va évidemment miser là-dessus. Donc va falloir en faire un beau mail. Je vous rassure, une fois qu'on a en fait globalement la structure qui est faite, le mail c'est à peu près toujours le même sur les réponses d'offres de mission. On va juste le personnaliser à chaque fois un peu, mais globalement ça répond à la même structure et c'est à peu près le même discours qu'on va reprendre. Donc l'avantage c'est que si vous passez 1 heure à l'écrire, vous en passerez pas 2. Déjà, c'est 1 heure de travail, mais super bien investi pour la suite. Et en fait, c'est 1 heure de travail qui peut rapporter des milliers et des milliers d'euros. C'est surtout ça qu'il faut voir. Vu comme ça, c'est encore plus intéressant. Bah ouais, 1 heure de mail, 5 000 € signés, moi, je dis jackpot. Hein. Ah bah moi aussi. Ok, alors, voici la méthode, voici les grandes étapes, la structure, globalement, d'un mail de réponse à une annonce comme ça de mission. Première étape, bonjour. Évidemment, petite formule de politesse. Ensuite, on va citer l'offre de mission qui nous amène et surtout où est-ce qu'on l'a vu passer. Pourquoi c'est important? Parce que le client, c'est important pour lui de savoir d'où tu viens. Est-ce que tu viens de LinkedIn? Est-ce que tu viens de Facebook? Est-ce que c'est une copine d'une copine qui a vu l'annonce, qui l'a fait passer à machin, etc. C'est utile parce que un client qui poste une première annonce est susceptible d'en poster d'autres. Il va donc réitérer là où ça a le mieux marché. Donc, si l'annonce, elle vient de Facebook, en tant que client, je me dis, ok, d'accord, Facebook, c'est un bon créneau, c'est un bon filon, c'est là que j'ai trouvé le dernier prestataire avec lequel je voulais bosser, donc je vais insister là-dessus. Ça contextualise aussi l'offre, parce que parfois, on adapte le contenu. Sur LinkedIn, on n'écrit pas pareil que sur Facebook, on n'écrit pas pareil non plus que sur Insta, donc ça peut jouer, et c'est bon à savoir. Donc voilà, bonjour, je cite l'offre de mission, où est-ce que je l'ai vu passer? Ensuite, je me présente en 2 phrases avec un personal branding bien pensé. Par exemple,
Ce sera une phrase structurée comme ça. Je résous tel problème de telle manière avec tel type de client. Bonjour, j'ai vu passer votre offre sur gna 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 pour l'offre de mission de gna gna gna. On cite bien l'offre de mission parce que ça se trouve, il y en a 15 en plus. Voilà, moi je m'appelle Manon, je suis spécialisée sur la production de vidéos en motion design qui génèrent un engagement fort sur les réseaux sociaux. J'ai l'habitude de travailler avec, je sais pas, justement, typiquement là on est sur un truc Cosmelux, et ben voilà, des marques de mode, de cosmétiques, de beauté, de lifestyle, etc. Ensuite, on explique en quoi est-ce qu'on est parfaitement fait pour la mission. En l'occurrence, j'ai l'habitude de travailler sur ce genre de problématique, et là, on a quelques petites astuces que j'aime bien citer. On a d'une part le « j'ai déjà fait ça pour un client », et ensuite on fait un peu de name dropping. Ça marche généralement plutôt bien. On peut parler de sa spécialité si on est très niché, si on est vraiment très très spécialisé. J'en sais rien, par exemple, on est spécialisé sur la promo de parfum. C'est vraiment très spécifique. Faut pas hésiter à le dire. On a l'estimation rapide ou présenter une fourchette de prix. Ça, c'est optionnel, mais ça marche assez bien, surtout avec un client qui est pressé, parce que là, on a un client qui veut signer ce soir. Donc en fait, si on lui fait une estime rapide, on a quand même suffisamment d'infos, là. Alors certes, c'est pas l'idéal, c'est pas parfait et tout, mais on a quand même suffisamment d'infos pour faire une estime rapide qui va faire qu'on va se distinguer, on va se démarquer. Et enfin, pour convaincre que on est parfait pour bosser sur ce genre de sujet, il faut surtout pas lésiner sur l'implication. Le fameux « j'adore ce que vous faites », alors évidemment, faut pas le dire comme ça, on va pas se lancer sur un truc caricatural, mais la motivation, l'envie, l'intérêt, la curiosité, c'est aussi un élément qui donne envie de bosser avec vous. Et je vous dis ça parce que j'en ai lu pas mal, en fait, des mails de créa qui postulent à une mission comme celle-ci et qui ont l'air de juste s'en foutre, en fait. Pardon pour l'expression, mais... En tant que client, l'implication des personnes, des prestataires qui postulent, c'est toujours super important. Ouais. Oui, parce qu'en fait, au final, c'est toujours une question d'humain. Quoi qu'on dise, et c'est comme ça que d'ailleurs on se retrouve avec des gens pas très talentueux et pas très compétents qui signent des très gros contrats, et quand on voit ça de loin, on se dit mais purée, c'est pas juste et tout. Ouais, mais en fait, ils ont vachement misé sur l'humain et c'est l'humain qui a gagné. Et c'est vraiment un truc on se figure que la vie sera juste et que on gagnera parce qu'on a les compétences et qu'on est le meilleur. C'est pas du tout vrai, en fait. Ah, si c'était comme ça, on le C'est saurait. clair. Non, mais parfois, parce qu'on est la personne la plus sympa dans la pièce, on a gagné, quoi. Et ça, c'est super important parce que c'est vraiment une stratégie commerciale à part entière. C'est de jouer sur le capital sympathie. Ah, totalement. Je plus sois de ouf. Revenons-en à notre histoire du coup de mail. Une fois qu'on a expliqué pourquoi est-ce qu'on a l'habitude de travailler sur ce genre de problématique, on va inviter évidemment à consulter le portfolio parce que là on est sur une offre créa. Vous seriez copywriter, vous auriez aussi votre portfolio d'articles et de références presse à montrer. Vous seriez SEO, vous auriez vos résultats à présenter, etc. Donc évidemment c'est un exemple. Et quand on va inviter à consulter le portfolio, on peut tout à fait inviter à aller consulter notamment X, Y et Z projets qui ont un lien avec l'offre de mission, qui ressemblent un peu, qui sont dans la même veine, qui répondent un peu aux mêmes enjeux, etc. Pour l'instant, on a suivi la structure classique. Ce qui est important, et là c'est le conseil le plus important, c'est que là on va lancer un petit paragraphe. Franchement, vous faites pas beaucoup, ça peut être 3 phrases. Et ça, c'est les 3 phrases qui vont donner un max de valeur pour hameçonner le poisson. On va présenter une première réflexion sur le sujet et on va ajouter un conseil gratuit. C'est pas forcément un conseil de DA, dans la mesure où il s'agit pas d'offrir son travail avant même d'être payé pour, sélectionné pour, mais il faut que ce soit un truc qui donne l'eau à la bouche. Tu sais, ce petit goût de trop peu quand t'as mangé un super bon dessert et c'était juste une portion tout petit peu trop petite. Tu vois? Je vois complètement. En fait, ce serait peut-être de commencer à évoquer parce que souvent quand on est créatif, bon, je m'estime pas forcément créative, mais pour autant, quand on a un projet, ça nous évoque, s'il nous enthousiasme, ça nous évoque toujours quelque chose. Donc, ce serait ce petit truc que toi, tu invites à déjà commencer à évoquer. Ouais, complètement. Complètement, parce qu'en fait, c'est aussi ça un critère d'implication, entre guillemets, au-delà du j'adore ce que vous faites parce que ça m'inspire, il y a j'ai déjà commencé à me projeter dans le projet parce que voilà que j'y pense, voilà que j'y songe, et voilà en plus
les premiers conseils qui me viennent à l'esprit. Il faut évidemment que ça demande pas, que ça coûte rien. C'est-à-dire que quand vous donnez un conseil, etc., ça doit être un conseil spontané. Il faut pas avoir planché dessus pendant 3 heures. Hein. Ça peut être, par exemple, suggérer d'adapter la commande à plusieurs formats. Sachant que quand on est motion designer, en général, on a vraiment besoin d'avoir le format avant de produire la vidéo, parce que sinon après c'est un petit peu plus compliqué de faire des déclinaisons. Ça peut être, moi, un truc qui marchait bien, c'est que j'envoyais une inspiration. Je disais, bah voilà, votre projet, ça me fait penser à la vidéo de telle marque qui a été lancée sur tel réseau dans tel contexte. On pourrait tout à fait s'en inspirer pour essayer de proposer quelque chose d'aussi. Et là, faut trouver les adjectifs, le bon vocabulaire, d'aussi dynamique, d'aussi péchu, d'aussi coloré, d'aussi gna gna gna, peu importe. Donc voilà, ça c'est le type de petits conseils gratuits, de premières pistes de réflexion qui parfois donnent envie d'en savoir plus et de parler avec vous. Ça montre aussi la générosité et souvent ça marche bien. Bah ouais. En fait, mais tu sais, je pense que c'est un truc qui est super difficile chez les entrepreneurs, chez les porteurs de projets et chez les freelances. C'est donner, ok, mais à combien et jusqu'où je donne. Et pour les créas, je pense que c'est un pain point assez compliqué à gérer, d'autant plus parce que la plupart du temps, les clients veulent que tu donnes, en fait. Eh oui, il faut savoir s'arrêter, mais un tout petit peu de générosité, souvent c'est payant. Exactement. Et donner un conseil, c'est pas donner des idées création. Hein. Encore une fois, une inspiration, c'est pas une DA. Une fois qu'on a hameçonné le poisson, on n'hésite pas à demander des infos complémentaires si on sent qu'on en a besoin, ça c'est optionnel. On termine toujours le mail par un appel à l'action aussi. Et ça, c'est la conclusion du mail, hein, c'est je vous propose qu'on s'appelle demain à 16h ou à 9h du matin. Ou bien, en l'occurrence, là, le client est hyper pressé, si vous vous montrez dispo dans l'heure, franchement, mais jackpot, quoi. Les premiers freelances qui m'ont répondu sont les premiers avec qui j'ai parlé. Et sur cette annonce, en 2 jours, j'ai eu 60 propositions. Oui, effectivement. J'imagine que tu t'as pas parlé avec les 60. J'ai pas parlé avec les 60, j'ai répondu aux 60, sachant que c'est un truc que les clients font pas d'habitude, mais moi je considère que c'est quand même le minimum de respect à avoir. Alors il y en a malheureusement à qui j'ai répondu au bout de 3 jours parce que j'ai juste pas pu répondre aux 60 mails d'un seul coup. J'imagine. Mais non, j'ai répondu à tout le monde par contre. Malheureusement, c'est pas toujours fait, donc déjà c'est génial, mais j'imagine qu'effectivement tu as dû parler peut-être avec les 10 premiers qui t'ont appelé, en fait. J'ai pas parlé avec les 10 premiers qui m'ont appelé, j'ai parlé principalement avec les personnes qui m'ont répondu dans les 3 premières heures, sachant que dans les 3 premières heures, j'ai aussi eu des propositions qui étaient franchement pas professionnelles. Et donc c'était pas, voilà, évidemment je réponds, hein, merci de votre candidature, etc. Parfois j'ai même donné un conseil pour que ça marche mieux la prochaine fois, parce que là c'était vraiment pas un mail. C'est vraiment cool, ça. Mais ouais, mais en fait le truc c'est que moi je sais pas, moi je suis passée par là en fait. J'ai des mails à rallonge, mal écrits, j'en ai fait plein en fait avant de réussir à écrire les miens correctement. Et j'ai trouvé ça super dur d'être dans la posture de la personne qui a donné du temps, a donné un petit peu d'intelligence déjà, et puis a jamais de réponse. C'est dur de poireauter en fait aussi. Et, C'est super généreux de ta part et bon, ça m'étonne pas de toi, en fait. c'est la déformation professionnelle de prof. Mais en même temps, très sincèrement, j'espère que cette personne à qui tu as passé, tu as passé un tout petit peu de temps à lui répondre et à lui donner un conseil, j'espère qu'elle l'a pris comme un beau cadeau parce que c'était effectivement un beau cadeau. Bah écoute, j'en sais rien. J'espère aussi. Je considère pas ça comme un cadeau, mais je comprends pourquoi tu le dis comme ça et bon, je te remercie. Tu sais, une fois que tu donnes, il faut abandonner toute attente. Ah oui, c'est pour ça que je te dis, j'espère qu'elle l'a pris comme un cadeau, qu'elle l'a pas mal pris parce qu'en réalité, c'était un cadeau. Ouais. Tu as passé du temps à lui c'était plutôt dans ce sens-là. Après, effectivement, je suis d'accord avec toi. Enfin, un peu comme toi, je file des cadeaux entre guillemets, je file des conseils. Après, ça m'appartient plus. C'est à la personne de les suivre ou pas, ça lui appartient. Donc, je suis tout à fait d'accord avec Bon, de toi. toute façon, Nicoletta, on est alignés, quoi. J'ai aucun doute là-dessus. Donc là, on vient de voir toutes les étapes d'une réponse, on va dire entre guillemets «idéale», parce qu'effectivement l'annonce était, très, très complète et permettait effectivement de répondre à tout ça. On a dit tout à l'heure qu'effectivement ça ressemble pas toujours aux annonces, qui sont postées par les clients. Ils ne savent pas forcément, ce qu'il faut donner comme annonce. Qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas-là? Dans l'idéal, quand même reprendre la même structure, j'imagine? Oui, alors on reprend la même structure, sauf que là, c'est un petit peu plus challengeant, c'est un petit peu plus difficile.
Eh oui, parce que tu as pas toutes les infos. Voilà, exactement. Bah, en fait, moi, j'ai carrément écrit, un exemple, d'annonce, courte, alors cette fois fictive, mais enfin bon, j'en ai vu tellement passer que je vous assure que ça ressemble quand même beaucoup à ce qu'on voit passer d'habitude. Toute ressemblance avec une C'est situation. ça, je me déresponsabilise. Donc voilà, toute ressemblance fortuite et cetera et je vais vous donner un exemple, de réponse que moi j'aurais rédigée. Qu'est-ce que tu en penses? Ah ouais, carrément. OK. Alors, exemple fictif d'annonce LinkedIn. Hello, je cherche une graphiste qui pourrait intervenir sur la refonte de notre identité de marque. Nous sommes une entreprise qui vend des meubles déco d'inspi vintage et nous avons besoin de pouvoir adapter cette charte sur notre site, nos photos, nos campagnes de com, print, web, vidéo. On cherche quelqu'un capable de proposer quelque chose de péchu et positionné haut de gamme. Merci d'avance. En fait, même ça, c'est un peu trop détaillé. Ouais, c'est ce que j'allais te dire. Attends, tu sais quoi? Je vais la faire encore plus courte. Vas-y. Ce serait un Hello, je cherche une graphiste qui pourrait intervenir sur notre image de marque. On est une entreprise qui vend des meubles déco vintage et on a besoin de quelqu'un pour notre site, nos photos, nos campagnes de com. Ça ressemble beaucoup plus à ce qu'on voit d'habitude. Ouais, t'as raison. C'est encore plus flou. Alors justement, comment on répond à ça? Comment on répond à ça? Voilà ce que moi j'ai rédigé et et alors c'est évidemment challengeable, hein, c'est pas la réponse parfaite, Mmh. c'est une réponse possible. OK. Hello, machin truc. J'ai vu passer ta recherche de graphiste sur le groupe LinkedIn Freelance et créatif. Le besoin que tu décris est tout à fait dans la même veine que ce que je fais pour d'autres acteurs de la mode et du design, Zara Home, du lifestyle, par exemple Emma, et du luxe, par exemple Revlon. Mmh. Je suis directrice artistique et je travaille régulièrement sur des problématiques qui mêlent stratégie et identité de marque. Voici mon site. Après avoir jeté un œil sur votre site actuel, je pense qu'on pourrait effectivement s'orienter vers une image plus colorée et arty, tout en donnant de la respiration à la mise en page. Ça permettrait de mettre mieux en valeur le ton décalé et léger que vous adoptez, et ça donnerait de la cohérence à votre positionnement haut de gamme. On pourrait s'inspirer de l'image de, et là on cite une marque, en exemple ici. Est-ce que vous avez fait le travail de stratégie en amont? C'est un travail nécessaire pour donner une direction pertinente à la création et pour la rendre efficace auprès du public, en particulier sur du e-commerce. En général, je travaille sur la marque, puis sur l'identité visuelle, et une fois le travail validé ensemble, on décline le résultat sur l'ensemble des supports de communication de la marque, site, bannière vidéo, flyer, etc. On s'appelle demain à 15h pour discuter de tout ça? À très vite, Manon. Ah, c'est excellent, hein. Clairement, si j'étais le client, je ferais affaire avec quelqu'un qui me répond comme ça parce que ça prouve du professionnalisme. On sent que la personne, elle a l'habitude de travailler et puis quelque part, ça va aussi nous décharger de notre côté un peu novice parce que si on n'est pas dans la partie, tu vois, du design, de la création et cetera, on a besoin aussi d'être porté et c'est super d'avoir affaire à quelqu'un qui prend en charge tout ça. Voilà, là j'ai fait un mail avec pour ambition de vendre pas seulement de la créa, mais aussi de la strat. Parce que moi, je suis dans une logique d'upsell à chaque fois. Mmh. Parfois ça marche pas, mais c'est pas grave. Au pire, je vends la créa. Bon, quand je signe, hein, parfois je signe pas aussi, hein, comme tout le monde. Parfois je fais des propals, puis quelqu'un d'autre est choisi. Hein, mais je pense qu'un truc qui manque à beaucoup de créas, c'est la capacité de faire le pont entre la création et le business. Et en fait, quand on arrive dans le discours commercial, dans une propale, à expliquer en quoi est-ce que ce qu'on va faire, comment on va intervenir, ça va avoir un impact business, ça va avoir un impact sur les ventes. On a déjà marqué un point que la plupart, mais la plus grande majorité des créas font pas en fait. Mmh. Parce qu'ils savent pas faire, mais ils osent pas faire non plus. Ils savent pas faire, ça les intéresse pas forcément aussi, et enfin, il faut le respecter, hein, faut le reconnaître. Mais il y a pas, tu vois, moi je trouve que c'est beaucoup de mécaniques. Une fois qu'on les a un peu acquises, il y a pas 50 arguments à sortir en fait. Mais c'est une question d'articulation. Une fois qu'on a listé les arguments, on les articule un peu, et en fait, tout de suite sur le marché, bah on éclipse 80% de la concurrence, quoi. Mais je vais te dire un truc, c'est même pas alors on parle d'upsells, effectivement, ça a une incidence sur le business, sur le fait de vendre une offre qui est beaucoup plus complète, mais c'est pas une mauvaise chose, c'est un service qu'on rend au client, il faut en avoir conscience. C'est que le client, lui, il ne sait pas exactement de quoi il a besoin. On est dans un domaine qu'il ne maîtrise pas et tu sais, c'est comme la plupart, souvent ça arrive, ça doit être un truc qui doit être irritant pour les créatifs.
surtout quand tu demandes un logo. Les gens s'imaginent qu'un logo, ben voilà, c'est, vraiment, en 1 heure, voilà, c'est fait, tu vois? Ils comprennent même pas que, les couleurs sont importantes, qu'il est important de comprendre quelles valeurs on veut véhiculer, quelles émotions, quel message, tu vois? Et ils s'imaginent que c'est un petit dessin, limite tu vas leur poser des questions, ils vont se dire: «Mais on s'en fout quoi, fais-moi un logo», tu vois? Ah ouais, ouais, ouais. Et c'est important d'accompagner le client et de lui faire comprendre, tout ce dont il a besoin. Alors après, le client, il prend ou il prend pas, mais j'estime que c'est rendre service au client que de lui apporter vraiment tout ce dont il a besoin. Ce dont il a conscience et aussi ce dont il n'a pas conscience. Complètement, je suis, tout à fait d'accord avec toi et d'ailleurs c'est une des grandes problématiques, des créas, hein, c'est que beaucoup de gens en fait, on est dans une phase de sophistication du marché où globalement, on est sur un marché où les gens ont assez bien compris que quand on a une entreprise, il faut investir dans le marketing et qu'on peut pas laisser la question de l'image de côté, que ça conditionne aussi vachement les ventes. Mmh. Ça, c'est la connaissance globale. À peu près tout le monde est d'accord là-dessus. Le problème, c'est que tout le monde n'est pas forcément, va pas forcément au-delà de cette information-là, ce qui est bien normal, hein. Et donc, on a bien identifié qu'effectivement, faut un logo, faut des cartes de visite, faut un site internet. Mais bah, c'est pas le métier de tout le monde déjà de le créer. Tout le monde n'est pas cultivé aussi visuellement, on n'a pas cette culture graphique, et donc tout le monde n'est pas non plus à même de savoir ce qui est un travail de qualité, d'un travail qui ne l'est pas. Donc en fait, il y a des espèces de discours de simplification, mais qui sont vraiment normaux, hein. Le bonjour, je cherche quelqu'un pour me faire un logo pour mon entreprise, c'est effectivement une demande très classique, elle revient très Mmh. souvent. Et moi, à une époque, ça me gonflait. Ah bah oui. Ça me gonflait terriblement. Et puis j'ai fini par écrire un mail type que j'envoie à chacune de ces, enfin maintenant je le fais plus, mais que j'envoyais à l'époque où j'étais principalement sur mon activité de créa. Mmh. J'envoyais un mail type de propositions commerciales, tout à fait du même genre que celui que je viens de lire, sauf que j'ajoute que je ne sais pas si voilà la personne le sait, mais en fait on parle jamais d'un logo, et un logo tout seul ne fera jamais une identité de marque. En fait, c'est un système visuel qui fait qu'on reconnaît une marque, sa personnalité, etc. Et donc en fait, c'est autant dans le logo que dans les couleurs, que dans la typo, que dans les choix qu'on appelle d'invariants Mmh. de mise en page, c'est-à-dire on met toujours au même endroit un titre, un logo, une image, de sorte qu'en fait, au bout d'un moment, on finit visuellement par reconnaître ne serait-ce que la structure visuelle d'une marque. Mmh. Tout ça, c'est très important. C'est pas compris parce que c'est tout simplement un métier et que tout le monde le maîtrise pas, ce métier-là. Et j'ai fini par comprendre que cette pédagogie-là était plus aidante et constructive pour signer que quand je mettais carrément le truc de côté. Mais il faut avoir envie de faire de la pédagogie du coup avec ce genre de clients. Il y a des artistes qui peuvent tout à fait choisir de pas être dans cette posture-là et de travailler avec des gens qui ont des services de com et d'être dans le discours qualifié parce que ça va plus vite, parce que c'est plus expert, parce qu'on peut rentrer dans le vif du sujet, etc. Et c'est un positionnement à part entière. Mmh. Il y a une autre chose que tu as dit qui m'amuse, c'est le fameux, effectivement, on s'en fout, on n'a pas besoin de poser toutes ces questions. Alors ça, c'est un truc, par contre, tu vois, par rapport à ma proposition commerciale, moi, on m'a souvent répondu, mais de toute façon, vous n'avez pas besoin de savoir tout ça pour faire un logo. Bon, au-delà du fait que c'est légèrement dénigrant parce qu'en fait, on se connaît pas et puis c'est un peu rapide comme jugement. Mmh. Bon, on répond avec bienveillance que si, c'est très important, qu'en fait, il y a énormément d'informations qu'on absorbe et c'est pas parce que on va pas tout mettre dans une charte graphique que pour autant c'est pas quelque chose qui produit du sens. Mmh. Et on a besoin de comprendre le sens des choses pour créer quelque chose qui a du sens et qui synthétise ce sens. Le travail même de création de charte graphique, par exemple, c'est un travail de synthèse. C'est la synthèse des formes, c'est la synthèse d'un message et c'est la métaphore du message à travers l'image. C'est vachement plus intellectuel et vachement plus rationnel que ce que beaucoup de gens pensent, parce qu'on a l'image de la créativité comme d'un truc un peu magique ou facile. Et tout le monde ne se rend pas compte qu'en fait, quand ça a l'air hyper facile de faire un logo, généralement, c'est que le logo est plutôt de bonne qualité. Mmh. Je parle d'un logo un peu... bon, je parle d'un logo travaillé, hein, je parle pas d'un picto trouvé à l'arrache sur The Noun Project, mais la sensation de facilité, Mmh. de fluidité, en fait, c'est exactement ce qu'on cherche et c'est exactement ce qui demande le plus de compétences. Aucun doute là-dessus. Et du coup, je me dis peut-être que
Est-ce qu'on a encore un peu de temps Ouais, là? bah, écoute, je pense que franchement, moi, je passe un bon moment, je pense que toi aussi et là, toutes les pépites que tu es en train de nous livrer, tous les créatifs qui sont en train de nous entendre, je pense qu'ils boivent tes paroles. Donc vas-y, le temps, on le prend parce que franchement, ça le mérite. D'ailleurs, je te remercierai un peu après, mais je te remercie déjà pour tout ce que tu es en train de nous livrer parce que c'est juste énorme. Tu es super généreuse comme fille, tu sais? Bah, merci. Non, mais moi aussi, je passais un très bon moment et surtout, j'espère que ça aidera. Peut-être que pour certaines personnes, c'est juste du bon sens et dans ce cas-là, tant mieux. Mais pour moi, c'était pas du bon sens tout ça et en fait, j'aurais aimé l'entendre quelque part, tu vois? J'aurais aimé, qu'on me dise, bah, voilà comment ça marche grosso merdo. Je t'explique un petit peu le fonctionnement, la structure, le machin, le truc, ce que le client comprend pas, c'est quoi la pédagogie qu'il faut adopter avec un client, sans être dans, une logique infantilisante. Je pense que ça m'aurait aidé et que ça va dans le sens de tout le monde en fait, de savoir ça. Ça aide aussi à donner plus de valeur à son travail et donc à se faire payer mieux et donc aussi à faire que le marché s'effondre pas, quoi. Je suis tout à fait d'accord avec toi, à 200. Ce que tu dis est tout à fait juste et même, tu sais, ne serait-ce que il y a des choses que l'on vit, qu'on a l'impression de vivre seul, tu sais, dans son activité et le fait de se l'entendre dire, ça rassure en se disant: «Bon, OK, c'est comme ça». La solution, c'est quand on a affaire à ce genre de personnes, c'est pas forcément ça peut arriver, c'est pas forcément de la mauvaise foi ou des personnes qui ne veulent pas être correctes, c'est tout simplement parce qu'il y a un manque de savoir, auquel il faut répondre, en fait, tout simplement. Donc c'est en ça que je trouve que c'est super important. Ouais, c'est exactement ça. Il faut bien faire la différence entre l'ignorance crasse et l'ignorance tout court. Il y a des gens aussi qui jouent au plus bête parce que ça les arrange et que ça sert une stratégie de négociation. Mmh. Il doit y en avoir dans le lot, mais parfois c'est pas de la malveillance. Ouais, tout à fait. Et c'est en ça, tu vois, où je trouve que c'est super utile d'en parler aussi. Au-delà de, tu vois, tiens, quelle est la meilleure, réponse à apporter? C'est aussi pourquoi on a, des fois ce genre de demande ou ce genre d'annonce et quelle est la meilleure façon, en fait, d'y répondre pour que ce soit bénéfique et pour nous et pour le client. Là, on a vu tout ce qu'on doit faire, en tout cas, une des bonnes façons de le faire et du coup, je me disais, maintenant j'imagine qu'il y a tu sais, il y a les do's et les don'ts. On va passer peut-être aux don'ts. C'est quoi les écueils à éviter, les erreurs à ne pas faire quand on répond à une annonce? Alors moi, j'en ai sélectionné une dizaine. Mmh. Il y a 10 grandes erreurs que, bah, par exemple, sur ces 60 mails dont je parlais tout à l'heure que j'ai reçus, que j'ai pu analyser en fait. Mmh. Première erreur, ne pas citer où on a vu passer l'offre de mission, pas citer l'offre en elle-même. Parce qu'en fait, un client qui poste une offre parce qu'il recherche un prestataire, s'il est sur un gros projet, il va chercher plusieurs prestataires et il va donc faire passer plusieurs offres. Le simple fait de pas dire pourquoi est-ce qu'on postule, c'est tout simple, hein, mais ça fait qu'on perd du temps. Le client perd du temps, il lit le mail, il se dit mais attends, c'est pourquoi déjà, c'est dans quel cadre, c'est pour quel projet. Si ça se trouve, il a plusieurs clients lui-même et il sait plus quelle est l'offre de mission pour quel client. Donc, Mmh. erreur numéro 1, pas citer où on a vu passer l'offre de mission. C'est juste le meilleur moyen de se tirer une balle dans le pied dès l'intro du mail. Évidemment, tout le monde ne sera pas d'accord là-dessus. C'est ok. Moi, ce que je vous dis, c'est que j'aime gagner du temps, j'aime quand c'est efficace, donc j'aime avoir les infos carrées. Et j'imagine que tu es pas toute seule. Je suis pas toute seule et en plus de ça, quand on est en contact avec des chefs de projet ou des dirigeants d'entreprise, c'est le même enjeu, c'est le temps, l'efficacité, la productivité. On n'a pas le temps de s'éparpiller et sur 60 mails, s'il faut que j'aille faire une enquête sur vous, bah je vous lis pas et je vais pas chercher sur vous, je vais aller bosser avec la personne qui a pris le temps de m'expliquer d'où elle vient. Tout à fait d'accord. Deuxième erreur, c'est ne pas annoncer son positionnement spécifique, c'est-à-dire ne pas raconter ne pas résoudre de problème. Ça, c'est vraiment un truc compliqué pour les freelances, qui est pas très facile à articuler dans le discours. C'est que, bah, il y a beaucoup de créas qui me disent: «Oui, mais le truc, c'est que nous, on crée pas pour résoudre un problème, en fait. C'est pas ça notre métier». Et c'est vrai et pas vrai en même temps. C'est-à-dire que oui, on n'est pas sur une résolution, d'une problématique, business, directe. Par exemple, nous, effectivement, la fonction même de notre métier, c'est pas, d'augmenter les, statistiques SEO d'un site internet, effectivement. Par contre, ce qu'on fait peut avoir un impact sur ces statistiques, peut avoir un impact sur les ventes, peut avoir un impact sur l'engagement sur les réseaux sociaux, peut avoir un impact sur la consommation d'un contenu. Je prends souvent l'exemple, par exemple, d'une communication de sécurité. Moi, j'ai travaillé pour un client dont je citerai pas le nom, hein, mais qui devait faire passer en interne, qui devait faire passer certaines infos clés de sécurité informatique.
Mhm. Et donc pour faire comprendre qu'il faut pas avoir un code d'ordinateur du type 1, 2, 3 ou bien Tintin et Milou, ils avaient décidé de commander des vidéos pédagogiques, entre guillemets, pour faire passer le message, mais de manière un petit peu plus ludique. Mhm. Parce que le problème, c'est que les gens, on leur envoyait une circulaire et ils la lisaient pas. Ah oui. Bon bah voilà, typiquement, le métier de création, c'est un métier qui intervient dans tout un tas de problématiques en fait. Et le simple plaisir de la consommation d'un contenu, ça change aussi la stratégie du contenu, la manière dont on va le distribuer. Pourquoi est-ce qu'on choisit de mettre de la vidéo au lieu de faire une circulaire? Parce qu'en fait, on va rendre le sujet un peu plus intéressant, un petit peu plus ludique, un peu plus confortable, agréable de consommation, et ça a augmenté les stades de consommation. Donc voilà, ça c'est un exemple de résolution de problème, et dans une annonce de mission, ne pas dire qu'on a l'habitude de résoudre tel problème avec tel client, bah c'est un deuxième problème. Le fameux je suis graphiste, c'est très joli, mais ça suffit pas. Le client, ce qu'il vient chercher, c'est justement la résolution d'un problème, d'un besoin. Ouais, complètement. Moi j'aime bien parler d'ailleurs de carotte. Je dis souvent à mes clients, mais elle est où la carotte de ton client? Parle-lui de sa carotte, le reste il s'en fout, il veut sa carotte. Eh oui. Alors, on en est déjà à la troisième. Troisième erreur, c'est pas présenter qui on est, ce qui caractérise son travail et sa patte. On a parlé d'un positionnement spécifique dans une logique de résolution de problèmes. Parfois, ce qui pose aussi souci, c'est cette présentation très très générique. Je travaille avec tel client, je suis graphiste, merci, au revoir. En fait, parfois, c'est quand même une manière de faire en sorte qu'on se souvienne de ce qu'on raconte, que de donner une caractéristique, que de donner une précision, que d'indiquer quelle est sa spécificité. Ça s'est entendu subtilement dans le message de proposition commerciale que je vous ai lu avant. La patte, c'est la patte strat en fait. C'est ça qu'on va retenir de mon profil. C'est que je suis directrice artistique, mais surtout que je suis spécialisée en strat et en identité de marque. Parce que c'est ça ma spécificité. Et en plus de ça, j'ai raconté quelle était ma résolution de problème pour quel type de client. Donc ça fait le pont avec la deuxième erreur à éviter qui est pas annoncer son positionnement spécifique. Il faut aussi qu'on fasse en sorte qu'on se souvienne de vous. Quatrième erreur, pas faire le lien entre ce qu'on fait habituellement et l'offre de mission. Pareil, ça va un petit peu ensemble. C'est le fameux j'ai l'habitude, c'est le fameux name dropping, c'est donner des exemples. Et donc ça, c'est du coup là, c'est la cinquième erreur, c'est pas montrer d'exemples de créa qui puissent se rapprocher de l'offre de mission. Ça, c'est un truc qui stresse pas mal les freelances parce que souvent on m'a dit oui mais attends si c'est un client pour moi j'ai jamais bossé par exemple sur des projets cosmétiques, je peux pas montrer d'exemple de créa qui puisse se rapprocher de l'offre de mission, donc je fais comment? Excellente question. Merci de l'avoir posée. Et ben en l'occurrence, quand on a effectivement rien qui puisse correspondre au milieu cosmé, là va falloir creuser un tout petit peu la question côté identité de marque. Si vous avez le nom de la marque qui propose une offre de mission, qu'elle est sur du cosmé luxe, le luxe ça correspond à tout un tas de codifications visuelles. C'est des grands espaces, c'est des blancs tournants, c'est des aplats de couleurs, c'est des respirations, c'est des typos bien particulières, etc. Peut-être que au sein de votre portfolio, il y a des choses qui sont justement connotées ainsi parce que la gestion des espaces est bonne, parce que ça fait un peu plus haut de gamme, parce que c'est un peu plus chic, parce que etc. etc. Et ça peut être de l'illustration, ça peut être du projet fictif, on s'en fiche en fait. C'est pas obligatoirement quelque chose du secteur d'activité, ça doit être quelque chose qui visuellement peut être inspirant. Dernière option, s'il y a vraiment rien, et que par contre on sait qu'on a vraiment envie de bosser sur le domaine cosmé, et ben là on alloue 2-3 heures pour faire un projet fictif. Alors oui, évidemment, si vous perdez la mission, c'est pas cool, vous avez perdu 3 heures, mais en même temps, c'est un investissement parce que si vous voulez de toute façon aller postuler à d'autres offres cosmé, et ben ça y est, vous avez au moins un projet à montrer. C'est toute la difficulté quand on se lance, quand on a effectivement pas tout à fait le portfolio qui correspond à notre positionnement stratégique. Donc ça, c'est une super solution pour justement pallier ce problème. C'est ça. On fait du bricolage, hein, c'est beaucoup de bricolage de toute façon. Et c'est pas facile à accepter parfois. Hein. Parfois on se dit, mais attends, ça fait des années que je bosse dessus, j'ai passé tant d'années à l'école, ensuite j'ai fait tant d'années dans une agence, j'ai quand même pas encore bossé pour rien, etc. Et il faut voir l'investissement que ça représente. C'est le terme, hein, c'est un C'est ça. investissement. Si l'idée c'est de juste postuler à ce truc-là, puis en fait on s'en fout de la cosmé, bah ouais, dans ce cas-là, peut-être qu'il faut faire le choix de pas le montrer, de tant pis, et puis il y a plus de chances de perdre le contrat, et puis voilà.
Autre erreur, et on fait le pont sur les questions d'exemples de créa, c'est quand on envoie un portfolio, c'est d'envoyer 3 liens différents. Alors là, je suis désolée, mais on va prendre juste le temps d'en discuter un petit peu, parce que combien de mails j'ai reçus avec des liens de portfolio différents, et je sais pas sur quoi cliquer, je sais pas ce que je dois aller regarder, je sais pas ce que je dois en déduire, etc. C'est pas très guidé. Autre erreur, on m'envoie des liens Vimeo qui sont des liens privés, ou bien qui exigent une connexion, ou bien encore qui sont des liens cassés. Quand vous envoyez un lien, avant d'envoyer le mail, cliquez dessus, juste pour être sûr. Parce que pour le coup, sur une propale commerciale, on n'a pas de chance. Ah oui. C'est un one shot, et si tous les liens sont cassés, oui, bien sûr, vous aurez toujours l'option de dire désolé, les liens sont cassés, mais par contre, si vous cliquez pas dessus, vous vous en rendez pas compte, c'est fini. Et puis le client, il vous dira pas vos liens marchent pas. Encore une fois, je recontextualise. 60 mails, 60 profils, 60 candidatures à analyser. Je sais pas combien de liens Vimeo privés exigeant une connexion, etc. On m'a envoyé, mais en fait, ça marche pas, tant pis, next. J'ai pas le temps. Ouais, c'est normal. Et c'est super ingrat, parce que ça se trouve, c'est des showreels sur Vimeo qui sont hyper quali, qui ont demandé vachement de travail et tout. Mais bon, c'est aussi ça le problème de la compétition. C'est aussi ça qui connote le professionnalisme d'une proposition. Il y a une espèce de stratégie UX/UI carrément dans le mail commercial qu'on envoie. Si la consommation du mail, elle est compliquée, c'est même pas la peine, c'est fichu en fait. Ça laisse pas présager de bonnes choses pour la C'est suite. ça, c'est que si c'est déjà compliqué d'aller voir votre portfolio, franchement, ça va être compliqué la suite. Et c'est ingrat, et c'est injuste, et c'est dur, et c'est exigeant. C'est vrai. On a sur la même veine une autre erreur à éviter, c'est d'envoyer un lien WeTransfer ou d'envoyer un lien Drive. À chaque fois que vous demandez à votre client de télécharger un truc qui fait 50 mégas, ça va de 50 mégas à 1 giga, j'ai vu tout, vous perdez une opportunité de vous distinguer. Personne n'a envie de télécharger 60 gigas parce que 60 mails de WeTransfer pour pouvoir regarder votre portfolio, votre showreel, pas compressé. C'est pareil, c'est pas professionnel, et en plus de ça, en tant que graphiste, votre job, c'est aussi de faire attention au poids des documents, au format des documents, et c'est la partie plus technique, moins créative et moins marrante, mais très importante pour le client en l'occurrence, et là vous répondez à un besoin client aussi en étant soucieux de la manière dont vos images, par exemple, elles vont être optimisées, dont elles vont impacter la performance d'affichage d'un site internet, etc. Donc en fait, si vous envoyez un lien WeTransfer avec le portfolio, un showreel, et que c'est hyper lourd, pareil. En fait, je vois le lien de WeTransfer, on me propose le téléchargement, je dis non et je passe à la personne suivante. C'est ce que je ferais aussi. Et je dis ça, mais moi j'ai envoyé des liens WeTransfer et des liens Drive. Hein. je préfère préciser, toutes les erreurs que je liste, je les ai vues, mais je les ai faites. Hein. Donc il n'y a pas de y a pas de jugement. De toute façon, il faut bien commencer quelque part, et on démarre toujours par des erreurs, parce qu'en fait, faut pas s'attendre à démarrer un truc pour la première fois de sa vie et à, comme par magie, exceller. C'est du test and learn en permanence. Et c'est aussi ça qui est intéressant, moi, je trouve. C'est ça qui est kiffant quand on aime apprendre. Bah oui, complètement. C'est super utile pour apprendre, parce que quand tu l'apprends, tu sais, sur ta peau, à la claque, comme tu dis toi, bah, pour le coup, tu l'apprends pour très longtemps. Mais tant qu'à faire, si on peut l'apprendre de par l'expérience de quelqu'un d'autre, ça fait moins mal, et faut juste le garder en tête, tout simplement. C'est clair, mais tu sais ce que tu me dis, ça me fait penser à ce discours qu'on voit de start-up, d'entrepreneurs, qu'on voit passer dans le milieu, sur LinkedIn, dans des conférences et tout, c'est tout le discours autour de l'échec. Et moi, j'ai un regard un peu prudent sur ce discours-là. On entend beaucoup dire que mais c'est génial, mais l'échec c'est la meilleure manière d'apprendre, c'est super. Quand on apprend par l'échec, il y a des erreurs qu'on fera plus jamais. De toute façon, nous on recrute que des gens qui ont vécu au moins un échec, machin truc. Enfin, ça c'est un discours un petit peu tendance en ce moment, c'est de dédramatiser l'échec en montrant combien est-ce qu'on peut en tirer parti. Oui, c'est vrai, on apprend plein de trucs des échecs, mais les échecs ça abîme en fait. Enfin, ça laisse des traces. C'est fatigant, c'est taxant. Et en fait, il y a beaucoup d'échecs qu'on n'a pas besoin d'avoir et qu'on n'a pas besoin de vivre pour prendre de bonnes décisions. C'est tout le principe de la communication et de l'éducation et de l'apprentissage et de la transmission. C'est justement qu'on va éviter de se planter sur certains trucs, et pour peu que ce soit délivré par quelqu'un de confiance, on l'accepte, on le remet pas en question et on l'applique et on gagne du temps en fait. Enfin, moi, il y a plein de trucs, si j'avais été prévenue, j'aurais économisé tellement de temps, tellement d'argent, tellement de sommeil. Parce qu'il y a des erreurs que j'ai faites, il y a des situations dans lesquelles je me suis fourrée parce que j'étais pas du tout préparée, parce que j'ai pas du tout pris les bonnes décisions, qui ont perturbé mes nuits, quoi. Enfin, je veux dire, c'est quand même important de le dire.
tu vois? Bah, je suis tout à fait d'accord avec toi. L'échec n'est pas un passage obligatoire. C'est simplement, quand il arrive, il faut le positiver en prenant le message, et l'apprentissage qui va avec. C'est sûr, comme je disais tout à l'heure, quand tu te casses un peu la gueule, tu le retiens mieux que si tu t'étais pas cassé la gueule. Mais pour autant, c'est pas indispensable. Et d'ailleurs, on en parlera tout à l'heure, mais moi, je trouve super important de se faire accompagner quand on se lance, dans une nouvelle aventure, le freelancing, l'entrepreneuriat en général. On peut être super bon dans son métier, mais c'est plein d'apprentissage quand on se lance à son compte. On devient avant tout un entrepreneur et quelque part, c'est un nouveau métier à apprendre et moi, j'invite vraiment les personnes à se faire accompagner parce que autant gagner du temps et autant gagner de l'efficacité. Clairement, il faut pas rechercher, l'échec. Il faut juste le positiver quand ça arrive pour pas rester, au fond du trou, mais si on peut éviter de tomber au fond du trou, je suis d'accord avec toi, il faut vraiment l'éviter. Ouais, c'est clair. Et puis quand on se lance, on n'a pas forcément beaucoup de sous. Surtout la population créa qui est pas forcément très formée à l'entrepreneuriat et qui se lance dans un objectif très créatif, tu vois, très aspirationnel. Il y a quand même une erreur que j'ai faite, hein, et que beaucoup de freelance font, pas seulement créa, c'est ce que j'appelle l'économie de bout de chandelle. Mmh. Et ça, c'est une posture qu'on a au début où on se dit mais attends, tout ce que je peux faire moi-même, je vais le faire moi-même parce que ça me permet d'économiser sur ma trésor, ça me permet de pas dépenser d'argent, etc. Et ça, c'est hyper logique en fait quand on y pense au début, jusqu'à ce que on se mette un peu mieux dans la démarche entrepreneuriale, qu'on se mette à compter la valeur du temps. Mmh. Ça, c'est un exercice difficile, hein. Et quand on se rend compte que en tant que DA, bah, c'est 70 € de l'heure et que faire un site internet soi-même alors qu'on l'a jamais fait, ça va être, je sais pas, 30 heures de travail. Ces 30 heures, si on les multiplie par 70, bah, ça dépasse peut-être un peu le budget d'un site qu'on aurait acheté à un prestat ou qu'on aurait obtenu si on avait fait un échange de compétences. Mais complètement. Je te tends la perche. Mais oui, tu me tends la perche. Tu sais très bien que là, je suis à 1000%, même plus à 200, là, je suis à 1000% d'accord avec toi et même ne serait-ce que pour, bien vivre son aventure entrepreneuriale, mais même, disons le mot, pour kiffer sa vie entrepreneuriale. En tout cas, c'est ma vision des choses. La vie, est faite pour ça, s'amuser, pas faite que de devoirs et si déjà on peut faire plus de ce que l'on aime et de déléguer tout le reste, de déléguer tout ce qu'on ne maîtrise pas, tout ce qu'on n'aime pas faire aussi, pour moi, c'est vraiment ça. C'est vraiment de kiffer son entreprise, de son aventure entrepreneuriale par ce biais-là, en faisant plus de ce que l'on aime et se faire accompagner, déléguer ou se faire accompagner, c'est super important. C'est un investissement, on parlait tout à l'heure d'investissement, mais c'est le maître mot. Il faut savoir investir et si on n'a pas les budgets pour, il y a des solutions comme le troc de compétences et de services. Il faut vraiment pas s'en passer. Complètement. Et puis, faut aussi le voir sous un autre angle qui est, ok, d'accord, si j'investis 30 heures, plus 20 heures de formation pour bien comprendre comment ça marche, un site internet, est-ce que cette compétence sur laquelle je suis montée, elle va pouvoir me permettre de gagner plus d'argent après sur mon business? Est-ce que c'est une compétence sur laquelle je vais surfer et que je vais rentabiliser? Mmh. Si la réponse est non, parce que de toute façon, j'ai pas l'intention de vendre des sites internet, c'était quoi l'intérêt de dépenser autant de temps sur un site, sur la création soi-même d'un site, alors que ce temps-là, on aurait pu le passer à trouver des clients et à signer des contrats pour pouvoir exercer son cœur de compétence. Pourquoi est-ce qu'on parle en français du cœur de compétence, de donner du cœur à son métier? Je crois que c'est exactement ce que tu viens de dire en fait, c'est pour kiffer, enfin c'est aussi ça la passion et investir dans les compétences de quelqu'un d'autre, c'est aussi investir dans son cœur à soi. Mmh. Moi, je dis toujours, faisons ce qu'on aime faire et laissons aux autres le plaisir de kiffer ce qu'ils aiment. Je prends le cas, par exemple, de la compta. Moi, je sais que je connais des personnes autour de moi qui adorent la compta. Alors moi, je déteste pas parce que j'aime bien comprendre et cetera, mais tu me feras pas faire de la compta à longueur de journée. Mais il y en a qui kiffent. Tu sais, quand en plus, il faut que ça soit le même chiffre d'un côté et de l'autre. Alors je te passe les détails parce qu'on a raconté, mais Oui, oui. et il y en a, tu sais c'est quoi le pire? Mais il y en a qui kiffent quand c'est pas le même chiffre, parce qu'ils se disent: «Il y a une erreur, faut que je Ah le ouais, cherche». bah ouais. Mais moi, si jamais je devais faire un truc comme ça et je tombais pas sur le même chiffre, je me dirais: «Oh punaise!» et il y en a qui kiffent, tu vois? Donc mais laissons faire la compta à ceux qui kiffent faire la compta et moi, j'ai une double compétence en droit et en marketing, mais sans problème, je te fais ton marketing, je te fais tes, documents juridiques, il y a pas de problème. Mais la compta, je te la laisse avec grand plaisir. En fait, faisons tous ce que l'on kiffe faire. Il y a aussi une notion d'efficacité là-dedans parce que très souvent, quand on kiffe quelque chose, on le fait bien. Et quand on kiffe pas, je te le donne dans le mille, on le fait souvent très mal. Autant se faire plaisir
Et qui font tout simplement. Je suis d'autant plus d'accord avec toi que moi j'ai pas kiffé quoi. J'ai pas kiffé pendant longtemps, sans comprendre où était le problème, où était le nœud logique qui passait pas. Et ouais, je reprends l'exemple du site internet. En plus d'avoir appris à le faire et d'avoir dépensé vachement de temps dessus et d'avoir été bloqué dessus du coup aussi, hein, pas avoir avancé sur d'autres choses plus intéressantes, plus prioritaires, commercialement parlant. Il faut avoir en tête aussi que bah du coup, vu que ce sera notre premier site, ce sera pas un site de dingue en fait. Aussi. C'est tout bête, hein, mais est-ce que t'as vraiment envie d'y passer plus de temps, que ça te coûte plus cher et que ça soit moins bien que si t'avais fait faire ça par quelqu'un d'autre? Ça paraît toujours tellement plus simple avant de se lancer, et puis une fois qu'on a les mains dans le cambouis, ben là on comprend vite notre douleur en fait. Après, on peut l'apprendre aussi sur le tas et le comprendre et se dire bon, ok, je vais déléguer et je vais rester là où je kiffe. Ouais, c'est clair. On était à combien de d'erreurs? Il nous en reste 2. Allez, c'est parti. L'avant-dernière. Ok, avant-dernière, c'est ce que j'ai listé parmi les éléments les plus importants pour hameçonner le poisson. C'est de pas offrir de réflexion pertinente sur le projet, de ne pas analyser les enjeux auxquels il faudra être vigilant, etc. En fait, globalement, si vous répondez pas au client sur ce qui lui importe le plus, d'une certaine façon, vous êtes dans les 80% de réponses génériques. Donc ça, c'est pas tant une grave erreur que plutôt une erreur stratégique. Et dernière erreur, et là, celle-là, c'est la pire. Et celle-là, je l'ai vue, je l'ai vue souvent. T'as gardé la meilleure pour la fin. C'est la meilleure pour la fin. Franchement, elle est super simple. C'est une question de bon sens. Mais tout le monde n'en a pas. Et d'ailleurs, au début, quand on maîtrise pas la question commerciale, franchement, c'est hyper facile de tomber là-dedans. C'est faire une lettre de motivation formelle et envoyer un CV. Oh, mais les gars, faites pas ça. C'est pas un poste, c'est une mission. On est un entrepreneur qui propose un service. Ah ouais. On propose un service et puis là, en plus, dans le contexte de la com, c'est un peu comme faire un entretien d'embauche quand on est créa et venir en costume cravate, quoi. Ça passe pas, en fait. Il y a une espèce de dissonance. C'est pas la culture d'agence, c'est pas la culture du milieu. S'il y a bien un truc que les profils créa et marketing ont conquis, ont la chance d'avoir conquis, c'est le dress code. On fait ce qu'on veut, mais surtout, la seule contrainte, c'est pas le costard cravate, c'est pas le tailleur, c'est l'informel. Il faut de l'informel. Il faut toujours respecter les dress codes de chaque milieu par lequel on intervient. Et je suis d'accord avec toi, si j'ai affaire à un créatif, je m'attends pas à ce qu'il vienne en costard cravate. Ah ouais, je sais pas, c'est comme aller en robe de mariée en boîte de nuit. Cela dit, c'est marrant, hein, mais c'est pas adapté, quoi. On est bien d'accord. Maintenant que je dis ça, je trouve ça assez drôle. Je me dis que ça pourrait être un truc à tenter. Je suis pas sûre, parce que je pense pas que tu arrives à trouver, tu vois, à pécho si c'est ton objectif de départ. En robe de mariée, je crois que ça va pas le faire. Ça nous a fait 10 belles pépites. On vient de passer un petit temps ensemble qui est juste un pur bonheur parce que c'est énorme tout ce que tu as partagé. Je vais le dire encore une fois, tu es super généreuse. Et encore un grand, grand merci pour tout ça. J'aimerais bien qu'on parle un petit peu de ton actualité parce que c'est aussi un peu dans le sens de ce qu'on disait tout à l'heure. On peut être un super créa, mais se lancer dans l'entrepreneuriat, c'est super important de se faire accompagner et à minima de se former sur ces sujets qui peuvent nous faire gagner énormément de temps. Et du coup, je t'invite à nous parler un petit peu de ton actualité brûlante, on va dire, puisque je crois que c'est aujourd'hui que tu lances ça. Exactement. Aujourd'hui est un grand jour pour moi et dans ma carrière. Pour donner un petit peu de contexte, avant d'annoncer ce grand événement, en fait, moi, j'ai créé un cours de freelancing que je délivre à l'école des Gobelins. Je l'ai créé il y a maintenant 4 ans, 4 années scolaires. Et je l'ai créé après avoir été moi-même freelance pendant quelques années. Globalement, ce qu'il faut savoir, c'est que gérer une entreprise, aussi unipersonnelle soit-elle, ça n'a absolument rien à voir avec l'exercice de sa créativité au quotidien. Au début, c'est au moins la moitié du temps travaillé qui est consacré à la partie commerciale, administrative, juridique, organisationnelle, et surtout commerciale. Et pourtant, en école d'art, c'est pas du tout la moitié du cursus qui est passé à apprendre ça, en fait. Donc, il y a un grand écart entre ce qui est fait en formation, les compétences qui sont mobilisées, et ce qu'exige en fait l'activité d'indépendant. À Gobelin, j'ai eu les chiffres il y a quelques jours. À Gobelin, on a en moyenne 40 à 45% des étudiants qui se lancent en freelance juste après la formation. C'est énorme. Il y a des cours d'entrepreneuriat. Cela étant, on devrait pousser plus ces cours-là.
et on devrait les rendre un petit peu plus pratico-pratiques, pas seulement à l'échelle d'une start-up et d'un groupe, mais aussi à l'échelle individuelle du freelance. Et ça manque encore à Gobelin. Ça manque aussi dans la majorité des écoles d'art. À titre indicatif, à HEC, école de commerce bien connue, c'est seulement 20% des élèves qui se lancent dans l'entrepreneuriat après. Alors souvent, c'est pas trop des freelances, ça va devenir des startups, mais 20% contre 45% quand même. Hein. Ah, c'est énorme. Ah ouais, la différence, elle est monumentale. Et donc, les créatifs, globalement, ils ont besoin d'être formés au freelancing, à l'entrepreneuriat même de manière un peu plus générale, mais je pense que c'est important de commencer sur le freelancing en fait. Je crois que c'est le focus le plus important parce que c'est la première étape en fait de la carrière de ces 45% d'étudiants. Et c'est une nécessité qui est peut-être encore plus forte pour eux que pour d'autres professions, et notamment que pour d'autres profils d'élèves par exemple, dans la mesure où ils ont rarement un bagage économique. Le milieu des arts appliqués au marché, c'est comme ça qu'on l'appelle, souffre de dumping, c'est-à-dire la course au prix le moins cher, ce qui crée une dévaluation générale du marché. Et puis, il y a quand même une vraie difficulté pour de nombreux clients à percevoir la valeur ajoutée d'un créatif au regard de la croissance de son entreprise. De leur entreprise, j'entends, aux clients. Par conséquent, les budgets, ils sont pas toujours cohérents non plus avec les ambitions. Et ça se passe aux dépens de l'artiste. Artiste qui a lui-même du mal à donner de la valeur à son travail et à négocier son travail. Donc moi, je pense que la plupart des problèmes que rencontrent les freelances sur le marché, ils sont quand même majoritairement dus à un manque d'éducation et de préparation. Si on faisait comprendre en profondeur pourquoi un travail vaut ce qu'il vaut, il y a moins de jeunes qui vendraient leur créativité à perte sans le savoir, parce qu'en plus ils s'en rendent pas compte, c'est pas des méchants qui dévaluent le marché, ils se rendent pas compte. Et je dis ça, je l'ai fait, et c'est la valeur du coup du marché global qui remonterait si on leur faisait comprendre. Si on leur faisait comprendre que le métier de freelance, c'est un métier de service avant d'être un métier artistique. Peut-être aussi que moins d'entre eux se sentiraient perdus face aux incompréhensions avec certains clients, parce qu'il y a beaucoup d'humains, et l'humain parfois est justement l'élément qui casse un peu, qui fait mal, qui est un lieu de tension, de friction, alors que quand on est dans une posture où on sait déjà qu'on est dans un métier de service, satisfaction client, etc., et c'est pas une manière de dénaturer l'art et la création que de faire ça, c'est donner aussi une chance à cette création de vivre, et c'est pérenniser une activité créative que de faire ça. Il y a un grand tabou avec l'argent, avec les créatifs. Voilà, peut-être que si on leur faisait comprendre ça, il y en a moins qui vivraient ça mal aussi, ces aléas humains. Donc il y a des réponses à ces problèmes. Ce cours que j'ai créé à Gobelin, c'est une réponse. Moi je suis passée par là, j'ai fait plein d'erreurs, et ça m'est souvent arrivé de me dire que j'aurais bien aimé qu'on m'explique tout ça avant que je me lance. Et donc ce cours, c'est un cours que je délivre à Gobelin, mais tout le monde n'a pas les moyens d'entrer à Gobelin, tout le monde n'a pas l'âge ou pas le temps en fait. Et ça, j'en suis très consciente. Et ce cours qui aborde tout un tas de sujets, ce qu'il faut anticiper avant de se lancer, comment est-ce qu'on calcule ses tarifs, comment est-ce qu'on trouve des clients, comment on vend son travail, comment on négocie un contrat, qu'est-ce qu'on fait, comment est-ce qu'on répond à un c'est trop cher, comment on gère un projet, les imprévus, c'est quoi les faux bons contrats, c'est-à-dire les pièges du marché qu'on va voir passer, qu'il va falloir éviter, etc., etc. Ce cours-là, qui contient tous ces éléments, j'ai envie de le diffuser autant que possible. J'ai envie de le rendre plus accessible que seulement à Gobelin, et je l'ai donc adapté. Je l'ai adapté dans un format en e-learning, c'est-à-dire une formation en ligne, en vidéo. J'ai synthétisé 15 heures de formation en présentiel en à peu près 2 heures, hyper synthétique. Et d'ailleurs, j'avoue, j'en suis assez fière, parce que c'était super difficile. Non mais 15 heures en 2 heures, c'est vraiment... fallait aller à l'essentiel. Être synthétique, c'est une grande qualité. C'est tellement difficile. Franchement, c'est une compétence... moi, j'ai eu beaucoup d'admiration, notamment pour tous les métiers de rédac, où il y a ce travail-là en permanence à appliquer, parce que je le vis, c'est un sacré challenge. Ouais, je suis d'accord avec toi. Être synthétique, c'est une vraie compétence. Ouais, complètement. Et ce cours, pour pouvoir le diffuser, pour pouvoir l'adapter dans ce format en e-learning, je lance une campagne de crowdfunding pour pouvoir donner accès en fait à cette formation en e-learning qui est validée par les Gobelins. C'est une formation qui est composée de 61 vidéos, d'exercices pratiques, d'exemples réels, comme on l'a fait là, de cas réels, de fiches mémo, de ressources. Il y a une quinzaine de ressources complémentaires vers lesquelles je renvoie aussi parce qu'elles sont d'une qualité incroyable. Et ce pack, il contient également ce que j'appelle un kit de lancement,
qui est un ensemble de 25 documents qui sont inédits, qui sont originaux et qui sont tous les documents dont on a besoin pour lancer sa boîte. Et ça va du livre comptable au simulateur de tarifs, au modèle de devis, aux exemples de propal commercial, etc., etc. Et en bonus, il y a également un espace Notion spécialement calibré pour les freelances qui ont envie de se lancer. C'est une offre super complète. Écoute, j'espère en tout cas que j'espère qu'elle intéressera du monde, qu'avec ce crowdfunding et puis avec la participation, mais même minime, hein, les dons sont libres, il y a différents types de contributions, mais on peut aussi tout simplement mettre 1 euro symbolique qui dit bah moi j'ai envie de voir ce truc devenir quelque chose de concret, se diffuser, être à disposition des autres. En fait, j'ai fait de mon mieux pour en faire quelque chose de complet, sans assommer les gens non plus avec trop de contenu, trop de digressions, trop de choses. Ça arrive souvent, ça, malheureusement, hein, on parlait de concision tout à l'heure et du fait d'être synthétique. Aujourd'hui, beaucoup font beaucoup de blabla pour meubler, tu sais, Ouais. pour donner un semblant de valeur à ce que l'on fait. Et là, tout ce que tu as énoncé tout à l'heure, bon, je me lance pas en tant que freelance, en tant que créative, mais pour le coup, tout ce que tu as énoncé tout à l'heure, en tant qu'entrepreneur, ça me semble super cohérent comme offre. C'est effectivement tout ce qu'un indépendant a besoin d'avoir à sa portée. Super cohérent, super complet. En tout cas, c'est le sentiment que ça me donne. Et d'ailleurs, tu le sais, hein, chez Swap and Share, on croit en toi, on croit tellement en toi et en la qualité de ton travail et qu'on a décidé d'offrir 1 an d'abonnement premium à tous les freelances qui participent à ton crowdfunding. Comme ça, ils vont encore plus pouvoir kiffer leur vie d'indé en se concentrant sur leur activité de cœur et en déléguant tout le reste à des pros sans casser leur tirelire. Donc, c'est avec grand plaisir qu'on contribue à ce projet parce que je pense qu'il va vraiment être super utile aux freelances et que ce soit ton offre d'accompagnement super accessible ou alors, tu vois, ce que l'on met en place, nous, chez Swap and Share, les échanges de compétences et de services. L'idée, c'est vraiment que les freelances puissent s'occuper le plus possible de ce qui est important, c'est-à-dire leur métier de cœur, leurs clients, pour pouvoir perdurer. Moi, comme toi, mon objectif, c'est que les freelances réussissent tellement bien et ils gagnent tellement bien leur vie avec leur activité qu'ils restent dans cette activité, purement et simplement. Avec ton offre, je suis persuadée qu'ils auront toutes les armes nécessaires pour réussir leur challenge et kiffer leur vie d'indépendant, tout simplement. Merci beaucoup Nicoletta, c'est hyper généreux et moi je suis très touchée par ce que tu proposes, par ce cadeau que tu fais et par ton projet aussi parce que donc je me permets simplement de préciser un petit peu à qui s'adresse la formation. Je m'adresse à des métiers créatifs, donc graphiste, illustrateur, motion, DA, UX, UI, etc. Mais les conseils qui sont délivrés dans la formation, ils sont tout aussi valables aussi pour des métiers du marketing, donc le copywriting, le conseil, alors les campagnes marketing digital de manière un peu plus générale, le SEO, etc. Et Swap and Share, c'est aussi l'occasion de, quand on est créa, d'échanger la compétence, par exemple, d'un site internet contre une charte graphique. Et c'est possible. Et moi, si j'avais connu ça un peu plus tôt, je pense que j'aurais usé jusqu'à la corde de cette option-là pour pouvoir gagner du temps, créer plus, moins galérer, moins dépenser de temps sur des compétences qui vont pas être pérennes pour moi et pour mon business. Moi, je suis très touchée par le cadeau que tu fais. Beh, écoute, c'est avec grand plaisir pour toi et aussi pour les personnes que tu vas accompagner et que tu vas aider. Et puis, comme tu le sais, toutes les compétences que tu accompagnes, les designers, les graphistes, et cetera, ce sont des personnes qui sont très demandées chez les indépendants. Et on parlait tout à l'heure, justement, pour convaincre de la qualité de son travail, le mieux, c'est de montrer ce que l'on est capable de produire. Et ça peut être aussi une façon de commencer ses premières missions et de pouvoir par la suite l'utiliser. Sachez que vous êtes grandement attendu sur la plateforme Swap and Share parce que vous allez répondre à plein de personnes qui ont ces besoins-là. Donc, vous serez accueillis très chaleureusement, en tout cas. Peut-être que je pourrais mettre le lien sur le crowdfunding. Je pense qu'on va faire ça. Je mettrai le lien vers le crowdfunding dans la description du podcast pour que tout le monde y ait accès rapidement en un clic. Ah oui, avec grand plaisir. Encore un grand, grand, grand merci pour toutes les belles pépites que tu viens de nous livrer. Et puis, il y a un autre sujet que j'aimerais qu'on aborde. Je sais que c'est aussi un petit peu ton dada et c'est un grand, grand, grand besoin des freelances. C'est une fois qu'on a une mission, comment on la cadre? Parce que parfois, ça part un petit peu en cacahuète parce qu'on ne maîtrise pas le cadrage d'une mission. Je sais que toi, tu es, bon, par expérience, tu as dû connaître quelques écueils. Du coup, tu as su parer à ça. Et si tu es d'accord, j'aimerais beaucoup qu'on se retrouve pour un nouveau podcast prochainement
pour justement traiter la question de comment on cadre efficacement une mission une fois qu'on est choisi. Oui, ce serait génial. Ce serait d'autant plus génial que moi, j'adore ce sujet-là parce que ce sujet-là fait le pont avec tout ce que je transmets, tout mon coaching, toute ma formation, tous mes conseils autour de la question du cadrage, le cadrage de la relation, la négociation du contrat, etc. C'est un peu mon dada. C'est vrai que c'est un truc que j'ai pas forcément dit ici, mais moi, par exemple, je délivre ce que j'appelle des séances SOS de coaching. C'est la séance galère client. Ouais. J'ai un souci avec un client, j'ai un début de litige, il y a un truc, il me met la pression, je sais pas comment réagir, panique à bord, j'ai personne à qui en parler parce que le problème d'être solo, c'est qu'on est solo. Et en fait, cadrer le contrat, cadrer la prestation, c'est déjà cadrer la relation et c'est déjà éviter d'avoir des soucis et des galères et de faire une séance SOS. Donc, on fait des économies. Et en plus de ça, on fait des économies, encore une fois, d'argent, de temps et de sommeil, surtout. Et j'adorerais effectivement qu'on prenne le temps d'en discuter. Eh bien, écoute, rendez-vous est pris très prochainement. Et encore merci pour tout. Et je te dis à très bientôt, Manon. Merci Nicoletta, merci de m'avoir donné la chance de pouvoir intervenir sur ce beau podcast. J'en suis hyper heureuse en fait. C'était la première fois pour moi et c'était super sympa quoi. J'ai adoré. Pour une première fois, tu t'en es sortie comme une chef. Merci. Génial, ça fait plaisir en tout cas. Du coup, tu sais quoi, puisque tu es si bonne, prévois très vite un deuxième épisode. Ça marche, écoute, avec grand plaisir. Moi je suis déjà aux abonnés convaincus. Je te fais des gros bisous. Manon, je te dis à très bientôt. Moi aussi, je t'embrasse fort et puis à très vite. Salut Nicoletta. Salut Manon. Je suis sûre que les conseils de Manon vont t'aider à mieux répondre aux offres de mission. Si tu veux encore plus de conseils de Manon, tu as 2 solutions. La première est de nous retrouver dans 15 jours pour un nouvel épisode de notre podcast avec Manon qui t'expliquera en détail comment cadrer efficacement tes prestations de service. La deuxième est de participer au crowdfunding de Manon. Et cerise sur le gâteau, en participant, tu gagnes 41% de réduction sur sa formation, ses documents et son coaching. N'hésite surtout pas, fonce. Je te mets le lien dans la description. On se retrouve donc dans 15 jours avec Manon et d'ici là, prends soin de toi. Ciao!